j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve ce soir pour un nouveau FaceTime. Durant toute cette histoire, je vais essayer de ne pas m'énerver parce qu'il y a beaucoup de personnes dans l'histoire qui m'énervent. Mais bon, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous raconter les événements sur pourquoi est-ce que j'évite ma famille paternelle, pourquoi est-ce que je ne parle plus à certains. Je pense que je vais faire la vidéo en deux parties parce que c'est long, d'accord? Donc là, pour le coup, c'est concentré sur la mort de mon père. Mon père est mort quand j'avais 7 ans et c'est à partir de là qu'il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que maintenant dans ma vie d'adulte, j'évite beaucoup de personnes de ma famille paternelle. Donc, je ne vais pas tarder et on va commencer l'histoire. Commençons par la genèse même de l'histoire. Comment est-ce que tout a commencé? Je suis en Côte d'Ivoire, j'ai vécu avec mon père et ma mère jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Et ma mère a du coup quitté la Côte d'Ivoire pour aller travailler en Europe. Et après, voilà, elle allait faire sa vie, machin, elle a travaillé dans un autre pays. Bref, donc j'ai été séparé de ma mère et je suis resté avec mon père pendant un moment. Ils ne s'étaient pas séparés. Hein. C'est juste que ma mère allait travailler dans un autre continent. Et mon père, bah, du coup, il était en Côte d'Ivoire. Donc, je suis resté avec lui et malheureusement, il est tombé malade. Et en fait, suite à sa maladie, il y a eu beaucoup de péripéties qui faisaient qu'il ne pouvait plus travailler. En fait, on est du coup allé vivre pendant un moment avec la famille de mon père. On a d'abord commencé par son frère, son grand frère à lui. Ensuite, après on a bougé, on est allé chez sa grande sœur. Après on a bougé, maintenant on est du coup allé vivre chez sa mère, ma grand-mère. Donc c'est à partir du moment où on a vécu chez ma grand-mère que tous les péripéties ont commencé. Déjà, il faut savoir que dans la famille de mon père, en fait, leur rapport, en fait, chacun s'occupe de sa vie. Il n'y a pas vraiment de lien familiaux vraiment soudés. Je ne peux pas je peux pas témoigner à 100%, mais en tout cas, tout ce que j'ai vu de mon enfance jusqu'à maintenant, c'était pas des liens où les gens étaient vraiment très soudés, où ils pouvaient tout le temps s'appeler et tout. Je savais juste qu'à la fin du mois, les gens envoyaient l'argent à ma grand-mère. Les gens s'occupaient de ma grand-mère. Que s'il y avait des funérailles, s'il y avait des trucs et tout, enfin, ça envoyait des participations. En tout cas, en termes d'argent, il n'y a pas de souci. Mais si c'est en termes de liens fraternaux et tout, c'est là que le problème se cause. Donc, moi, j'ai toujours connu mes oncles et mes tantes comme ça, où ils n'étaient pas très proches et autres. Donc, voilà. Ça, c'est un peu le background familial. Donc, quand mon père il est tombé malade, on est allé, du coup, s'installer chez ma grand-mère pour que il y ait quelqu'un pour pouvoir prendre soin de lui. Ma mère n'étant pas là, étant à l'étranger, elle ne pouvait rien faire à part soit envoyer de l'argent pour les soins médicaux ou bien pour le nécessaire, mais voilà quoi. Le pauvre, il ne pouvait pas travailler, donc il était un peu à la charge de tout le monde. Donc, étant chez ma grand-mère, on vivait avec ma tante et la mère de ma grand-mère. Sachez que dans ma famille, les gens vivent très longtemps. La mère de ma grand-mère, elle a vécu jusqu'à, je sais pas si c'est 100, 104, 105 ans. Et ma grand-mère, elle est encore en vie alors qu'elle est archi vieille. Donc, on vit très longtemps. Ce qui faisait que mon arrière-grand-mère était à la maison, ma grand-mère était à la maison. Et il y a ma tante, j'ai fait une story time sur elle. J'ai raconté un peu les péripéties qu'elle m'a fait vivre où elle crachait dans ma nourriture et tout quand elle me donnait quand j'étais petit. Là. Mais bon, bref, la story time se trouve sur YouTube, vous pourrez la retrouver. Donc, elle aussi, elle vivait avec nous et on vivait avec les enfants de ma tante. Donc, ça faisait un petit monde, voilà. Mais sachez que dans le quartier où ma grand-mère avait sa maison, il y avait du coup ma tante qui, elle aussi, une autre tante, pas celle qui crachait dans ma nourriture, une autre tante qui, elle, était fiancée à un pasteur qui habitait pas loin de la maison de ma grand-mère. Donc, j'espère que vous arrivez à suivre quand même. Du coup, étant là-bas, honnêtement, je ne vais pas dire que tout se passait bien parce que comme j'ai expliqué dans l'autre story time où je parlais de ma tante, du coup, je sais pas, en fait, il faut que j'arrive à différencier. On va dire tante célibataire et tante fiancée, ok? Qui va se marier après, vous allez voir ça dans l'histoire. Donc, la tante célibataire, c'est elle qui a les comportements un peu chouettes, où elle crache de la nourriture. Et la tante fiancée, c'est elle qui est... Vous verrez le cas plus tard, mais bref. Donc, la tante célibataire, honnêtement, c'est elle qui me faisait un peu la misère quand j'étais chez ma grand-mère, vous voyez. Elle a un comportement assez spécial. Quand elle ne t'aime pas, elle te le montre. Du coup, moi, elle ne m'appréciait pas, mais ça, c'est une autre histoire. On va pas revenir dessus. Et voilà.
Ce qui faisait que ça me faisait un peu vivre la misère dans la maison de ma grand-mère. Et j'étais pas vraiment à l'aise, mais en tant qu'enfant, je n'avais pas le choix. Je devais supporter que ça aille mieux, que mon père et moi, on aille vivre là où on vivait dans notre maison et plus tard aller retrouver ma mère. C'était ça le plan de base. Donc ma mère, elle bouge. Mon père, il travaille un peu. Après, il rejoint ma mère et puis on fait notre vie à l'étranger et tout. C'était ça le plan. Mais bon, la maladie est venue gâcher tout ce qu'on avait prévu. Donc, tout ce qu'ils avaient prévu, je dis ça comme si moi aussi j'avais prévu ça, mais bref. Tout ce qu'ils avaient prévu, la maladie a gâché ça. Et malheureusement, on a supporté. Et on attendait que ça aille mieux. Mais malheureusement, ça n'allait pas mieux. Et ma tante célibataire, elle continuait malgré la maladie de mon père à toujours être un peu... Elle est spéciale, la femme là. Vraiment, elle est spéciale. Elle est très, très spéciale. Petit exemple sur le comportement de ma tante. En fait, une fois, elle a appris que sa fille mineure a découché et elle a coupé du piment, elle l'a écrasé et elle a introduit dans le vagin de ma cousine pour la punir. Oui. Vous voyez un peu le comportement de la personne? Elle a écrasé elle a écrasé le piment et l'a introduit dans l'appareil génital de sa fille pour lui dire que ma belle, tu es mineure, tu ne dois pas découcher. Ça, c'est vraiment sa manière d'éduquer. Donc, regardez un peu le comportement de la personne. Moi, connaissant qu'elle était comme ça, je l'évitais. Franchement, je ne voulais pas créer de relation avec elle, je ne voulais pas créer d'affinité avec elle. Juste, je la supportais le temps que ça aille mieux et puis je bouge. Du coup, c'est pour montrer un peu comment est-ce que la personne, elle pensait. Alors, donc, ma tante fiancée, elle était fiancée à un pasteur, ok? C'était une relation... Franchement, je n'ai pas de détails sur la relation. Je savais que le monsieur, il était pasteur, tout ce que je savais de lui, ok? Ma tante, elle était fiancée à lui, souvent après les cours, parce que oui, le temps que j'étais chez ma grand-mère, vu que j'étais encore un enfant qui était scolarisé, j'allais du coup à l'école. Et en fait, dans la même école, à côté, il y avait la maison de ma tante fiancée. Donc, souvent, quand je terminais les cours, je partais chez ma tante fiancée et puis un petit coucou et puis je rentrais à la maison. Donc, c'est juste comme ça que je voyais le monsieur. Enfin, je connaissais rien de leur couple, rien, aucun détail. Et je savais juste que la date de leur mariage avançait et que on devait tous y aller parce que en même temps qu'on était chez mon père, il y avait les préparatifs aussi pour le mariage de ma tante. Donc, il préparait le mariage, il soignait mon père, mais ça n'allait pas mieux. Et ce que je ne comprenais pas, en fait, c'est pourquoi est-ce que mon père, on ne l'envoyait pas à l'hôpital. Je ne me rappelle à aucun moment que mon père, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Alors que ce n'est pas les moyens qui manquaient, c'est juste la volonté qui n'y était pas parce qu'en fait, ils considéraient que juste prier était une solution à sa guérison. Je n'ai jamais compris cette manière de penser là. Je suis quelqu'un de chrétien. Je crois que Dieu fait des miracles. Je crois que Dieu aide les gens. Je crois que Dieu guérit les peuples. Mais quand quelqu'un est malade, Dieu ne descend pas du ciel pour venir guérir la personne. On est au temps moderne là. On ne va pas croire que on est à Jérusalem en train d'attendre les miracles. Là, si quelqu'un est malade, tu l'envoies à l'hôpital et puis Dieu va faire que la personne se rétablisse. Donc, il faut d'abord faire des actions et puis Dieu va compléter. C'est comme ça que ça se passe. Mais mon père, enfin, toute sa maladie, il était à la maison. Alors, dans la maison de ma grand-mère, c'est une grande maison, hein, une grande maison avec plusieurs chambres. Il était dans une chambre où on n'avait pas droit d'aller parce que c'est dans la chambre qu'il faisait ses besoins parce qu'il ne pouvait pas se déplacer pour marcher. C'est dans la chambre qu'il il supportait pas la lumière, un truc comme ça. Du coup, on le laissait dans le noir. Franchement, plein d'épisodes dont je ne me rappelle plus trop. Je pense que mon cerveau a juste fait un petit nettoyage pour pas que ça me, voilà, que ça me travaille trop. Mais en vrai, c'était un peu ça. Il était dans des conditions bizarres que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que le mec, il était malade. Et on ne l'envoyait pas à l'hôpital, en fait. Il est juste à la maison. On le soigne à la maison avec des médicaments africains, apparemment. Et ça ne l'aide pas, mais dans tout ça, personne ne pense à l'emmener dans un endroit où on pourra le soigner avec la médecine. Voilà. C'était en 2007 ou 2006, je ne sais plus trop, mais enfin voilà quoi, on était déjà dans un endroit où, dans une période où ils pouvaient recevoir des soins médicaux, mais personne n'allait demander de l'aide médicale. Bref, donc le mariage de ma tante approchait. Ça, c'est un truc dont je me rappelle que je ne peux jamais oublier. En fait, les événements
les événements que je raconte, c'est des trucs qui m'ont tellement marqué que même étant petit, ça m'a choqué du coup. À présent, dans ma vingtaine, je m'en rappelle encore. Donc, le premier truc qui m'a choqué, c'est que, comme j'ai dit, il y avait le mariage de ma tante fiancée qui se préparait. En fait, tout le monde avait prévu d'aller du coup au mariage, c'est-à-dire dans une autre ville qui n'était pas dans la ville où mon père était. Dans une autre ville, d'accord, pour aller assister au mariage là de ma tante. Et ils ont laissé mon père seul dans la maison. En fait, il n'était pas seul, mais la personne avec qui on l'a laissé, c'était du coup la mère de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère qui avait une centaine d'années. Moi, je considère ça comme laisser la personne seule parce que tu ne peux pas laisser un malade avec une personne qui a plus d'une centaine d'années qui elle aussi nécessite de l'aide. Est-ce que vous voyez un peu le cheminement, les idéologies? Le mec, il est malade, on le laisse avec quelqu'un qui a 101, 102 ans, et puis on se dit que la personne va s'occuper de lui. Et tout le monde vide la maison, tout le monde quitte du coup la maison où mon père était, et va festoyer, va au mariage. Je peux comprendre que oui, il y a un mariage, le mariage il est prévu depuis des mois, on ne peut pas du coup annuler le mariage parce qu'il y a quelqu'un qui est malade et tout. Ce serait vraiment égoïste. Je peux comprendre, c'est totalement normal, mais pourquoi est-ce que ils n'ont pas décidé qu'une seule personne qui est valide que quelqu'un... Parce que je n'ai pas cité les âges de toutes les personnes qui étaient à la maison, mais la seule personne qui ne pouvait pas s'occuper de mon père étant malade, c'est celle qui avait les 100 et quelques années, là, mon arrière-grand-mère. Sinon, tout le monde pouvait s'occuper de lui. Tout le monde pouvait s'occuper de lui. Sauf moi. Moi, j'avais 6 7 ans. Mais les autres personnes, il y avait des personnes de 16 ans, 18 ans, 21 ans, 35 ans et tout, machin. Tout le monde pouvait s'occuper, mais tout le monde est parti à la fête et ils ont laissé mon père dans sa maladie, seul avec mon arrière-grand-mère. Ils sont allés au mariage. Mariage qui était, je rappelle, dans une autre ville. Mariage qui était du coup sur 2 jours. Donc, c'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, le mec malade, il est à la maison avec son avec du coup sa grand-mère, qui est elle, mon arrière-grand-mère. Et il est livré à lui-même, on va dire. Juste ce que je me rappelle qu'il faisait, c'est qu'il appelait de temps en temps pour savoir si ça allait, pour savoir s'il avait besoin de quelque chose. Et puis on lui disait non, il faut demander à tant, elle sait où ça se trouve, tu vas aller trouver. Tu vas aller chercher pour prendre. Parce qu'il avait encore la capacité de marcher. Ça, c'est vraiment le premier truc qui m'a choqué. Mais vous verrez que dans l'histoire, les événements choquants, c'est pas ce qui manque. Donc, continuons. Donc, on est allé au mariage. Moi, j'étais juste un enfant. J'étais choqué de ce qui se passait. Mais je ne pouvais rien faire parce que, voilà, j'avais 6 7 ans, comme je l'ai répété 10 000 fois. Et en revenant du mariage, du coup, ils ont constaté, et là, ça aussi, c'est un truc que je n'ai pas compris. Ils ont constaté qu'en fait, mon père, je vous ai expliqué qu'en fait, il ne pouvait pas prendre soin de lui et tous ses besoins, que ce soit pipi, caca, machin, enfin, il le faisait dans sa chambre. Donc, si pendant 2 jours, tu laisses un mec comme ça, seul dans la maison, ne t'étonne pas en revenant que la maison pue, que la maison, on ne puisse pas que... J'essaie de ne pas m'énerver. Ok, j'essaie de ne pas m'énerver. En fait, cette histoire-là, ça m'énerve tellement parce qu'à chaque fois, en fait, on me demande, mais oui, pourquoi les gens de ta famille, tu parles mal d'eux, pourquoi est-ce que le machin, ta famille paternelle et tout, machin, mais du coup, cette vidéo, c'est vraiment pour vous expliquer pourquoi est-ce que je les évite parce que il y a eu trop de comportements, il y a un background que je n'ai jamais raconté. Et même à ma mère, je n'ai jamais raconté ça. Ok? Parce que elle aussi, elle a son lot voilà, de problèmes, mais bref. Donc, c'est un peu à cause de ce genre de comportement-là que je les évite. C'est-à-dire que, bon, bref, ils quittent au mariage, ils arrivent à la maison, ils trouvent que la maison, bah, ils ont laissé un malade qui fait ses selles dans sa chambre. Enfin, normalement, s'il ne peut pas nettoyer, ça va puer. Ils sont là en train de se plaindre que oui, machin, pourquoi est-ce que c'est comme ci, pourquoi est-ce que c'est comme ça, pourquoi est-ce que tu n'es pas allé ici. En train de faire des reproches au mec qui est malade, en fait. Ça, je me rappelle parce que ça m'a choqué. C'est des trucs que je ne comprenais pas. Donc, ils étaient en train de faire des reproches. Et je me rappelle qu'en fait, ils ont demandé à ce que
on attend à l'extérieur. Genre, on revient du mariage. Ils ont demandé qu'on attende à l'extérieur le temps de nettoyer la maison. Et puis après, maintenant, on va rentrer quand ils auront tout nettoyé. Et ça, pendant qu'ils étaient en train de se plaindre que mon père n'ait pas pris soin de la maison et tout. Et moi, je lui demandais, mais oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on attend dehors? Il dit, non, mais ton père, il a fait ceci, cela dans la maison. Donc, ils sont en train de nettoyer le temps qu'on puisse rentrer et tout. Bref, donc, ils étaient encore en train de mettre la faute sur mon père, que je rappelle était malade. Alors que eux qui étaient des personnes valides et eux chez qui il est du coup venu pour qu'on prenne soin de lui, ne l'ont pas fait, l'ont laissé livrer à lui-même. Ils sont partis festoyer et tout, bref. Donc, après cet épisode, il y a eu plein d'autres choses. Hein. Il y a eu des déclinaisons de plein d'événements qui ont suivi, mais je ne me rappelle plus trop. Ce que je me rappelle, c'est ce que je vous raconte actuellement parce que comme je l'ai dit, j'étais petit. Quand l'état de mon père ne s'améliorait pas, ils ont vu que là, ça devenait vraiment très grave. À partir de là, ils se sont concertés pour savoir est-ce que finalement, ils vont l'emmener à l'hôpital ou bien ils vont faire quoi? Et le faire quoi là, je tiens à préciser que c'est pour ne pas dire que chez une de mes tantes, je ne vais pas préciser laquelle, parce que ça c'est, on va me dire que je suis en train de pointer du doigt à quelqu'un, mais ils ont décidé que chez une de mes tantes, qui du coup est très chrétienne, ils vont envoyer mon père là-bas se soigner, et si ça ne va pas bien, si ça ne s'améliore pas, là maintenant ils vont prendre la décision d'aller à l'hôpital. Est-ce que vous arrivez un peu à suivre? Donc, quand ils ont vu que ça n'allait plus du tout là, ils ont vu que là, le monsieur, il est vraiment entre la vie et la mort. Ils se sont dit, bon, on va essayer un dernier truc. On l'emmène chez sa sœur, qui, elle, est très chrétienne. Je n'ai pas dit laquelle, parce qu'il faut pas on va dire que j'ai accusé quelqu'un ici. Elle qui est très chrétienne, on va envoyer mon père chez elle. Ils vont avec la prière le soigner. Avec la prière le guérir. Avec la prière, faire des miracles. Ok? Et maintenant, si ça ne fonctionne pas, en cas de cas, ils vont maintenant penser à l'envoyer à l'hôpital. Je me rappelle très bien de ça parce que les clans étaient divisés. Il y avait la partie qui voulait qu'on l'envoie à l'hôpital et il y avait la partie qui voulait qu'on l'envoie chez sa sœur qui était très chrétienne. Ceux qui voulaient qu'on l'envoie à l'hôpital, je pense qu'ils étaient peut-être deux comme ça. Et puis, tous les autres là, ils voulaient d'abord qu'on les soigne à l'africaine. Et mélanger avec la religion. Je n'ai pas compris pourquoi. Et comme la majorité l'emporte toujours, ceux qui ont gagné, c'est ceux qui voulaient qu'on envoie chez ma tante se faire soigner à la médecine africaine et aux prières. Donc, on l'a envoyé là-bas. Pendant des jours. Je me rappelle que sur le trajet, il y avait des complications parce qu'il convulsait, il n'arrivait plus à ouvrir les yeux. J'essaie de me rappeler des événements. En même temps, j'essaie de me calmer parce que c'est des trucs qui peuvent me faire pleurer. On va éviter d'être gêné, je reviens. Bref, donc, j'essaie de garder un peu mon calme. Donc, on est arrivé du coup chez ma tante avec mon père très malade, qui n'arrivait même plus à rien faire. Encore quand il était chez ma grand-mère, il pouvait faire quelque chose. Mais là, du coup, chez ma tante, il était vraiment aux derniers instants de sa vie. Et ça n'allait pas du tout parce qu'ils ont continué à faire ce qu'ils faisaient qui ne changeait pas, c'est-à-dire prier et de lui donner des médicaments africains qui allaient l'aider. Ça n'allait pas. Donc, quand ils ont vu que le dernier espoir qu'ils avaient chez ma tante là, ça n'a pas fonctionné, là maintenant, ils l'ont pris de chez ma tante et ils l'ont envoyé à l'hôpital. Quand ils l'ont envoyé à l'hôpital, c'était maintenant trop tard. C'était maintenant aux derniers instants. Ça n'avait plus du tout, on ne pouvait plus rien faire. Là maintenant, là, en fait, je me rappelle plus trop de la conversation que le médecin avait parce que mes souvenirs... Je pense que cet épisode de ma vie là a été oublié par mon cerveau, mais je me rappelle d'un truc très précis
c'est que quand mon père était très malade et que je suis allé le voir dans sa chambre d'hôpital, c'est devant mes yeux qu'il a justement... comment on appelle ça? Putain. J'ai pas envie de pleurer. Moi, je pleure. Ah, bref. C'est du coup dans ce... Ah, j'arrive. C'est devant mes yeux que mon père a du coup rendu l'âme. C'est vraiment devant moi qu'il a fermé les yeux pour la dernière fois. Ça, je m'en rappelle. C'est devant moi qu'il a fermé les yeux pour la dernière fois. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il ne répondait plus. Suite à cela, on m'a fait sortir de la chambre. Moi, je pensais juste qu'il dormait. Je suis allé du coup... Ils m'ont fait sortir, ils m'ont fait partir du coup à la maison. Je ne sais plus avec qui. Et c'est étant à la maison, quelques heures après, qu'ils ont... En fait, je me rappelle que ma grand-mère et ma tante m'ont demandé d'aller rester chez la voisine. Je ne sais plus pourquoi. Ils m'ont demandé d'aller rester chez la voisine, qui était très amie du coup avec ma grand-mère. Étant chez la voisine, c'est là que ma tante célibataire, la chargée de communication, est venue m'annoncer de manière très dramatique. Vraiment, quand je dis de manière très dramatique, ça, je me rappelle, c'est en se roulant au sol. Elle est venue me dire, Cédric, il est mort, il est parti, il est mort, il est parti. Là, je dis ça en français, mais elle a dit ça en langue maternelle. Il est mort, il est parti, il est mort, il est parti. Elle se roulait au sol, commençait à m'annoncer ça. Genre, c'était tellement traumatisant, je vous jure, comment tu annonces ça à un enfant comme ça que son père est mort, tu te roules au sol, tu te traumatises, Bref. Donc, c'est comme ça qu'elle m'a annoncé ça, que mon père il est mort. Elle criait, pleurait, machin. Vraiment très, très, très traumatique. Et je pense que je suis resté stoïque. Parce que je ne suis pas le genre de personne qui pleure facilement. Je ne pleure vraiment, vraiment pas facilement. Pour me faire pleurer, c'est très difficile, ok? Donc, quand il y a ce genre d'événement-là, je me rappelle que j'étais genre comme ça. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, genre? Qu'est-ce qu'on fait? Ok, la suite, en fait. Mais bref, donc, elle m'a annoncé ça. Du coup, je suis la voisine, la voisine de ma grand-mère. Et elle a pris ma main pour que j'aille chez ma grand-mère. Et quand je suis arrivé chez ma grand-mère, j'ai vu que tout le monde était en pleurs. Tout le monde était en train de chialer. Tout le monde était en train de... Bref, voilà. C'était les funérailles, ok? Les mots ne me viennent pas, mais c'était les funérailles. Après ça, je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à présent, je ne sais. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. Mais ils étaient en train de chercher, du coup, parmi eux, qui était le fautif. Parce que ça s'accusait. Ils étaient là, non, c'est toi, c'est à cause de toi, c'est parce que tu n'as pas emmené à temps. Non, c'est parce que c'est toi, je t'ai vu. Quand tu l'as servi, tu n'as pas mis ça. Tu as mis ça. Genre, jusqu'à présent, je sais qu'il y avait une conversation comme ça, mais entre eux, ils étaient en train de chercher qui était le coupable. Parce qu'apparemment, il y a un coupable. Moi, c'est ce qui est resté dans ma tête, c'est ce dont je me rappelle quand j'étais petit, la conversation qu'il a eue. Et du coup, plus tard, la conversation est restée dans ma tête. Mais voilà. Sachant que j'ai grandi avec ces derniers instants-là, j'ai grandi avec ces souvenirs et que par la suite, il y a eu d'autres épisodes aussi qui ont fait que je me suis plus encore éloigné d'eux. Mais ça, c'est vraiment le main caractère de pourquoi est-ce que j'évite les gens de ma famille paternelle. Je ne leur en veux pas, mais dans ma tête, c'est flou. Il y a trop de questions qui n'ont pas de réponse et que je ne peux même pas demander en fait parce que quand tu vas parler de ça, ils vont te dire, ah mais j'étais petit, comment est-ce que tu te rappelles de ça? Comment est-ce que machin, comment est-ce que machin, tu es en train de déformer des trucs. Donc, j'ai pas envie d'éviter. Et moi, en fait, vu que j'aime pas la confrontation, juste je suis dans mon coin et puis je les laisse tranquilles. Donc, voici un peu la première partie de pourquoi est-ce que j'évite les gens de ma famille paternelle. Ok? Je pense faire une deuxième partie parce que, franchement, l'histoire est longue. L'histoire est longue. L'histoire est longue. Et raconter ça, ça m'énerve. Parce que c'est des événements qui me rendent un peu, voilà, un peu chouépais.
J'aime pas raconter des trucs tristes. Je préfère raconter des trucs drôles comme ça, au moins, ça fait rigoler les gens. Mais je trouve que, je pense que raconter des événements comme ça et tout, c'est souvent important parce que d'autres personnes peuvent se reconnaître à des histoires un peu comme ça. Savoir que la vie, c'est pas toujours tout beau, tout rose et que c'est souvent important. Je sais même plus où je voulais partir avec, avec cette morale-là. Mais bref, donc voilà, je pense que je ferai peut-être une deuxième partie pour vous raconter les autres raisons. Mais voici un peu la raison pour laquelle ma famille paternelle, je les évite. Je les évite parce que il y a beaucoup de flou dans cette histoire-là que je n'ai pas compris. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que la vidéo était néanmoins intéressante à écouter. Voilà, j'espère que on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vais me calmer et puis je vous fais plein de bisous. Allez, ciao.